Bonjour, bienvenue dans ce cours d'introduction à la théorie des groupes. Nous allons commencer par quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire à peu près de quoi on va parler. Donc la théorie des groupes, c'est un outil des mathématiques qui est extrêmement puissant, qui est à la base de très très nombreuses théories et en fait qui apparaît naturellement quand on étudie certains problèmes. Alors, la théorie des groupes, d'abord, c'est l'étude d'objets qui sont des ensembles avec une loi. C'est-à-dire, un ensemble, une loi, c'est simplement, ça prend deux éléments et ça en crache un troisième. C'est ce qu'on appelle une loi de composition ou encore loi de composition interne, mais on dira tout simplement loi en général. Alors les propriétés, nous les verrons la prochaine fois, mais nous allons d'abord nous concentrer sur quelques exemples de ce qu'on aimerait être des groupes, de ce qui nous plaît. Donc des exemples que l'on connaît à peu près déjà, c'est les entiers relatifs. N ne va pas former un groupe, Z va former un groupe. Donc les entiers relatifs, avec l'addition, ça forme un groupe. C'est un peu difficile d'illustrer vu que Z est infini, mais c'est un groupe. On a vu, ou vous avez peut-être déjà vu, les entiers modulo n. Alors les entiers modulo n forment aussi un groupe avec l'addition. Les nombres réels avec l'addition, ça forme un groupe. Les nombres réels non nuls avec la multiplication, ça forme un groupe. Les fonctions bijectives d'un ensemble dans lui-même avec la composition de fonctions. Donc composition de fonctions, je rappelle, c'est appliquer une fonction puis une autre. Donc c'est créer une fonction à partir de deux autres en les mettant l'une dans l'autre, si vous voulez, en remplaçant la variable dans la première fonction par la deuxième fonction. Un autre exemple de groupe, qui en fait c'est quasiment partout le même exemple, ne vous inquiétez pas, les isométries, donc isométrie, translation, rotation, symétrie, qui préservent une figure géométrique avec la loi de composition, c'est-à-dire on applique l'une puis l'autre. Les polynômes avec l'addition forment aussi un groupe, et de même que les vecteurs avec l'addition, si vous avez déjà vu des vecteurs. Les vecteurs ne sont que des translations, donc en fait c'est un cas particulier des isométries, si on veut, et en fait les isométries sont un cas particulier des fonctions bijectives. Donc regardons un exemple de nombre modulo n, z sur 3z, donc les nombres modulo 3. Z sur 3z, ce sont les classes d'équivalence de ces nombres, donc si vous voulez uniquement les restes par division par 3. Donc il y a le reste 0, le reste 1 et le reste 2 qui sont possibles. Et on peut additionner donc deux tels restes à l'aide de cette table ici d'addition. Donc 0, on s'aperçoit qu'il ne fait rien. Quand on ajoute 0 à n'importe quel autre nombre, il reste le même. On s'aperçoit aussi qu'il y a un 0 dans chaque ligne et dans chaque colonne. C'est par exemple, si je veux supprimer ce 1, 1, j'ai qu'à lui ajouter 2 et j'obtiens 0. Ou si je veux supprimer un 2, je lui ajoute 1 et j'obtiens 0. Donc ça, c'est, disons, les propriétés usuelles. C'est pas très difficile de voir ça. Si vous connaissez un peu le reste par la division, pensez vraiment, c'est le reste de la division par 3. Les fonctions bijectives, donc voici un ensemble qui a 3 éléments, et une fonction bijective, donc c'est une fonction qui a chaque élément va en faire correspondre à un autre, ou même lui-même, c'est pas un péché. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction. Donc elle est une fonction, ça veut dire qu'elle est univaluée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule flèche qui part de chaque point. Elle est définie par tout, c'est-à-dire qu'il y a au moins une flèche qui part de chaque point. Donc si on dit il y a une et une, il y a au plus une et au moins une, ça veut dire qu'il y en a exactement une. Donc à l'ensemble au départ, il y a toujours une et une seule flèche qui part, qui s'en va. Elle est bijective, c'est-à-dire qu'elle est injective et surjective. Alors injective, ça veut dire que deux flèches différentes ne peuvent pas arriver au même endroit, donc chaque élément d'arrivée n'a qu'une seule flèche, ou plus une flèche qui lui arrive dessus, et
surjective, ça veut dire qu'il y a au moins une flèche qui lui arrive dessus. Donc en gros, il y a exactement une flèche qui arrive sur chaque élément. Donc exactement une flèche qui part, exactement une flèche qui arrive. Alors les fonctions bijectives ont la propriété que si on renverse toutes les flèches, ben, ça reste une fonction. Hein, on peut utiliser ça comme définition des fonctions bijectives. La réciproque est une fonction. Et elles sont, si on les enchaîne l'une après l'autre, si j'avais pris une autre fonction bijective, ben, le chemin global aurait été encore une fonction bijective. Une fonction bijective, en fait, ça n'est, s'il faut retenir quelque chose, ça n'est qu'un mélange. C'est mélanger les éléments. Un autre exemple, c'est celui des isométries. Alors ici, j'ai pris un triangle équilatéral. Et ce triangle équilatéral, ben, il possède des isométries, c'est-à-dire des transformations qui l'envoient sur lui-même. On ne demande pas que les points soient préservés, mais que le triangle soit envoyé sur le triangle. Ici, il y a 6 en fait, 6 transformations possibles. Il y a les symétries par ces axes en rouge ici, donc 3 symétries. Il y a les rotations d'angle de pi sur 3 ou 120 degrés, la rotation d'angle 4π sur 3 ou 240 degrés, et il en manque une, il manque une transformation, j'en ai annoncé 6, et bien il y a une transformation qui est la transformation stupide. Et la transformation stupide, qui est peut-être la plus importante de toutes, qui est essentielle, que vous ne devez jamais oublier, c'est l'identité, c'est-à-dire la transformation qui ne fait rien du tout, qui laisse les choses là où elles sont. C'est la plus importante en fait. Et puis encore, prenons encore les vecteurs. Ben, les vecteurs aussi, hein, l'addition de vecteurs, ça forme un groupe. Donc on peut sans problème additionner des vecteurs. Aucune difficulté. Donc additionner des vecteurs, on veut que ça forme un groupe, et si vous connaissez les vecteurs, vous savez déjà quelles propriétés ils devront satisfaire. En gros, si on regarde tous ces exemples-là et les propriétés qu'ils ont en commun, on va pouvoir déterminer quelles sont les propriétés qui nous intéressent sur les groupes. Et en gros, ce sont les propriétés des nombres réels avec l'addition. Si on pense, je veux parler des nombres réels avec l'addition ou des nombres entiers relatifs avec l'addition, et que je regarde quelles sont les propriétés justes de l'addition seulement, ben on trouve vraiment les propriétés des groupes, à une exception près. Une seule propriété qui manque, si on veut faire de ces transformations, un groupe, il faut accepter que l'ordre compte. Donc, parmi les propriétés, si on veut, si par exemple on fait cette symétrie puis celle-ci, on obtient une rotation en fait d'angle 4π sur 3, puis si on va dans l'autre sens, si on fait cette symétrie puis celle, je me souviens même plus dans quel ordre je suis allé, cette symétrie puis celle-ci, ça fait une rotation d'angle 2π sur 3, tandis que cette symétrie là puis celle-ci, ça fait une rotation d'angle 4π sur 3. Donc, en gardant à l'esprit que l'on veut toutes les bonnes propriétés des réels, des entiers et des isométries de ces figures, on obtient la notion de groupe. Voilà, à la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.